comment mettre en place une plateforme open data en respectant toute cette, tous ces décrets et ce RGPD. Merci. Avez-vous déjà entendu parler du RGPD? Que ceux dans la salle qui connaissent le RGPD lèvent la main, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand même beaucoup de personnes. Et peut-être dans la lumière parce qu'on ne voit pas bien. Ah oui, pardon. Près de moi. Hop. Dans le Voilà, spotlight. Ok. Et combien parmi vous ont entendu parler du décret wallon sur l'open data? Déjà un peu moins. Alors je voudrais vous remercier d'abord de consacrer un peu de temps à ce sujet qui est très important pour le développement de la Wallonie de nos jours. Et c'est un sujet qui pourtant fait l'objet de pas mal de préjugés. Et la question que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui est de savoir comment il est possible d'utiliser des informations privées qu'on pourrait mettre sur une plateforme open data tout en respectant la vie privée des citoyens. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est quoi une plateforme open data? C'est en somme une grosse boîte dans laquelle on va mettre plein de données, des informations. Et quand ces informations sont ouvertes au public, on appelle ça une plateforme open data et les gens vont pouvoir venir se servir dans cette boîte et utiliser les informations dont ils auront besoin. Et donc dans cette boîte, on peut mettre toutes sortes d'informations. Des informations sur le climat, sur le bruit, sur la circulation, mais peut-être qu'on peut aussi mettre des informations privées, ce qu'on appelle des données personnelles. Est-ce utile? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas simplement les exclure complètement des plateformes open data? Comme ça, on n'en parle même pas et le problème est réglé. Pourtant, chez Ingestic, on a remarqué d'expérience que les données personnelles sont d'une utilité incroyable pour les communes. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Nous avons d'abord les données démographiques et de citoyenneté. Un petit exemple, en Suisse, certaines communes s'inquiétaient d'une augmentation anormale du poids des poubelles. Et les camions poubelles devaient retourner à la décharge beaucoup plus souvent. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire sur base d'informations dont on disposait sur la composition des ménages? Eh bien, on a pu constater que cette augmentation corrélait en fait à une grande concentration d'enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que la consommation de couches-culottes crée énormément de déchets. Et donc, les communes ont pu agir et certaines d'entre elles ont mis à disposition des sacs poubelles spéciaux pour les couches-culottes pour qu'ils soient collectés directement et traités séparément. Ça, c'est un exemple. Nous avons aussi des données sur l'emploi, sur la santé sociale et sur l'économie. Donc si les communes ont en main des informations sur la concentration des chercheurs d'emploi ou sur la concentration de personnes nécessitant de l'aide du CPAS, elles vont pouvoir développer des programmes d'aide beaucoup plus ciblés. Et avec ces informations, on va pouvoir augmenter l'efficacité du service public et mesurer l'effet des politiques qui sont mises en place. Et alors, nous avons aussi des informations géographiques et du territoire, et ça, c'est le grand classique. Par exemple, les villes de Namur et de Liège ont recensé les déperditions de chaleur des bâtiments. Et ça donne des résultats très intéressants. La ville de Namur a mis ces données sur sa plateforme Open Data et on peut les consulter. Mais la ville de Liège, avec l'aide d'Ingestic, a invité les citoyens à venir voir sur une carte les informations sur leur maison. Et là, ils ont pu voir de leurs propres yeux qu'effectivement, leur bâtiment présentait des déperditions de chaleur à tel côté, tel côté. Et là, la SBL Liège Énergie était présente pour les informer des aides qui sont à leur disposition pour isoler leur maison et pour faire des économies d'électricité et sur la facture d'électricité. Donc vous voyez, les données personnelles sont une vraie mine d'or. Alors, est-ce que je vous fais déjà rêver? Combien parmi vous ont envie de disposer d'une boîte pareille d'informations pour résoudre les problèmes de votre commune? Merci. Et donc, avec l'avènement du RGPD, beaucoup se sont dit qu'il en était fini de l'utilisation des données personnelles, et nous l'avons vu ici dans l'enquête de Férocité. Et il est vrai que l'on se retrouve ici devant un paradoxe apparent, parce que l'Union européenne, avec le RGPD, qu'est-ce qu'elle a voulu faire?
Et le RGPD, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Eh bien, protéger la vie privée des citoyens, mais aussi créer les bonnes conditions pour un échange sécurisé des données. Et c'est logique, parce que pour pouvoir s'échanger des informations et les réutiliser, il faut d'abord créer un environnement propice et sécurisé pour éviter les abus, les violations de données, les vols d'identité, les Cambridge Analytica, etc. Donc non, le RGPD n'empêche pas d'office l'utilisation des données personnelles. Et je dirais même plus que le RGPD est l'outil majeur pour la réussite d'un projet Open Data. Mais il est vrai que certaines données sont plus sensibles que d'autres. Nous avons ici la ville d'Anvers qui a récolté des informations sur l'intensité du bruit pendant la nuit. Et donc on peut cliquer sur les petits carrés. Ici, le Stadspark est allumé en bleu plus clair et on voit ici les informations sur le parc. Mais imaginez que l'on cartographie de telle manière l'appartenance politique des citoyens. Ça, c'est une chose beaucoup plus sensible, n'est-ce pas? Et aux États-Unis, c'est exactement ce que certains États ont fait. Avec des informations dont on disposait sur la tendance à voter démocrate ou républicain, certains gouvernements au pouvoir ont pu redessiner les districts électoraux pour s'accaparer des voix. Vous imaginez une telle chose en Belgique? Ce genre d'initiative a des conséquences politiques graves et même aux États-Unis, la Cour suprême a jugé que cette pratique était inconstitutionnelle et donc, voilà, même aux États-Unis, on ne peut pas le faire. Parce qu'il en va de notre responsabilité et de votre responsabilité, les pouvoirs publics, pour chaque projet Open Data et pas seulement les projets Open Data, de peser les risques pour la vie privée contre les avantages et objectifs du projet, tout en mettant en place les mécanismes nécessaires pour sécuriser les données. Et comment peut-on faire cela? Plusieurs solutions s'offrent à vous, et ça tombe bien parce que Chien Gestic, c'est notre spécialité. Et l'une de ces techniques s'appelle l'agrégation de données. Ah ouais, mais ça ne va pas. Les animations ne marchent pas, mais bon, c'est pas grave. On fera sans l'animation. Donc, l'agrégation de données, qu'est-ce que c'est? C'est comme si on allait diluer les informations pour flouter l'information au niveau des individus, tout en gardant l'information au niveau du groupe. Et donc, j'avais une boîte d'œufs ouverte, avec des œufs de couleurs différentes, des plus clairs, des plus foncés. Et donc, si on agrège les informations sur la couleur au niveau de la boîte, on retrouve des informations sur le groupe et plus sur les individus. Et donc, avec cette technique, on a l'avantage d'utiliser les données personnelles sans révéler l'identité des personnes. Mais alors, l'agrégation, c'est bien joli, mais à elle seule n'est pas suffisante. En plus de cela, il faut mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance de la donnée. Et donc, ce sont des processus, des mesures techniques et organisationnelles qu'on peut mettre en place pour sécuriser les données. Et donc, je parle de quoi? Je parle d'instaurer une sécurité informatique suffisante pour éviter les violations de données. Je parle de sensibiliser son personnel pour éviter que des personnes non autorisées aient accès aux données. Parce qu'il faut savoir que les collaborateurs, quotidiennement, travaillent avec des données personnelles, mais ils ne se rendent pas forcément compte que d'envoyer un email, même à un collègue, avec en pièces attachées les informations de 2000 citoyens, ce n'est pas sécurisé. Et donc, il faut rappeler les bonnes pratiques. Je parle aussi d'instaurer une culture où l'on réfléchit à la protection des données dès la conception d'un nouveau projet. Parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que si on ne travaille pas comme ça, on développe un nouveau projet, ah oui, c'est une magnifique idée, puis on vient voir le département juridique, c'est OK pour le RGPD? Ah ben c'est bête, non? Parce que la manière dont vous aviez envisagé votre projet, votre magnifique idée, eh bien, ça met en péril la vie privée des citoyens. Donc il va falloir tout recommencer. Ah. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a le citoyen. Et il a le droit d'être informé sur
comment ces données sont utilisées et comment elles sont protégées. Et en plus, si on communique bien sur un projet Open Data, ça va l'intéresser. Il va venir voir sur votre plateforme et il va consulter les informations qui l'intéressent pour mieux s'organiser dans la vie de tous les jours. Et donc, je peux conclure par ceci, que non seulement, et nous l'avons vu ensemble, l'open data et la vie privée sont compatibles, mais les considérations pour la vie privée sont une condition nécessaire à la réussite d'un projet open data. Et le RGPD est le cadre qui aide à se poser les bonnes questions pour mettre en place un tel projet. Alors si vous rêvez d'un outil comme cela, venez nous voir chez Ingestic, nous sommes au stand numéro 1. Et si vous vous demandez comment les autres communes gèrent le RGPD, nous vous parlerons de notre outil EasyRegule. Merci de votre attention.